Alors on est dans le 9e arrondissement de Paris avec Alexandre Jardin pour une petite balade autour de cette candidature à l'élection présidentielle. On vous connaît, écrivain, cinéaste, et maintenant vous êtes candidat à la présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un déclic? Vous mûrissiez ce projet depuis longtemps? D'abord, il y a une urgence énorme. Et cette urgence, il est évident que le pays va retourner à la table. Et si vous connaissez le pays comme je le connais depuis des années, en tant que militant associatif, qui est mon origine au départ, ce que j'ai vu depuis des années, c'est à la fois un pays qui fabrique des solutions partout, parce que ça fait maintenant 4 ans que 80% de mon temps, je le consacre au repérage de solutions, et en même temps un pays qui va retourner à la table. C'est-à-dire qu'il y a un degré de colère qui s'est accumulé à travers le pays, profession par profession, qui ne vient pas de telle ou telle décision, mais qui vient d'un système qui dysfonctionne complètement. Donc, je me suis dit, en tant que citoyen, est-ce que j'attends qu'il y ait une révolte noire? Est-ce que j'attends que les extrêmes captent tout? Parce qu'au fond, on a le choix entre une extrême droite qui divise les Français, une extrême gauche qui est hostile aux forces économiques dont nous avons besoin, et puis un marcheur au centre qui est le pur produit du système des traqués, quoi. Donc, est-ce que je reste spectateur ou est-ce qu'on propose une révolte positive qui, authentiquement, vienne d'en bas pour reprendre un vrai leadership pour que l'État soit restructuré, change radicalement de méthode, de manière très sécurisée, très sécurisante, mais pour que l'esprit de colère des Français s'exprime dans le bon sens, quoi. Du coup, vous voulez redonner du pouvoir aux gens, redonner la parole à ceux qui sont trop loin, qui sont justement dans les campagnes, en province, qui sont trop éloignés des élites. Mais moi, j'étais un peu sur votre site, j'ai lu des articles, et vous proposez pas vraiment de programme. En fait, vous dites, voilà, amenez votre pierre à l'édifice, on construira un programme ensemble, mais pour les Français, c'est quand même peut-être un peu flou, un peu vague, non? Alors, le programme est aujourd'hui très structuré. Mais il a mis du temps, puisqu'on a un processus beaucoup plus collaboratif. Mais aujourd'hui, il est extrêmement structuré et il repose essentiellement sur un changement assez profond de méthode. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que dans un bureau en face, là, à Paris, on peut résoudre les problèmes de logement à Romorantin, à Maubeuge, à Nantes? Donc, radicalement, le premier axe de changement, c'est cet acte majeur de décentralisation. Faire confiance à nos territoires. Et le deuxième axe qui est énorme, c'est donner réellement le pouvoir aux citoyens. Ça veut dire passer d'une démocratie représentative qui ne nous représente plus, c'est un secret pour personne, à une démocratie citoyenne avec des outils de démocratie directe, des référendums locaux, la capacité pour les consommateurs à orienter véritablement la réalité économique, et puis s'appuyer radicalement sur les professions pour définir le comment on fait. Aujourd'hui, les Français, et que ce soit à Paris ou en province, il faut quand même le dire, ils se posent des questions sur la sécurité, sur le chômage, sur le terrorisme, comment lutter contre le terrorisme. Et ça, pour l'instant, vous y répondez pas vraiment, et c'est quand même ce qui intéresse. Alors, le cœur de notre programme, je vous le disais, on va le publier, puisque pour l'instant, on est encore dans un travail collaboratif qui est volontaire. Oui, mais la présidentielle, c'est dans quelques mois, là. Je vous dis bien que c'est quasiment demain que nous allons publier ça. Ce changement profond de méthode va redonner une force véritable à l'État central. Feu d'artifice de Nice. Énorme confusion entre les responsabilités locales et les responsabilités policières nationales. Finalement, on n'a jamais très bien su ce qui s'était passé. On considère que nous devons faire confiance à nos territoires sur les questions de sécurité. En revanche, l'État central doit conserver la lutte antiterroriste, la lutte contre le grand banditisme, créer une sorte de FBI à la française. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus de confusion. Je fais beaucoup plus confiance à des autorités locales qui connaissent leur terrain sur les questions de sécurité. Pour les gens qui nous regardent, alors il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vont avoir envie de se dire, mais alors est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite? Vous vous déclarez quand même apolitique. Vous mettez où sur l'échiquier politique? Vous êtes où en fait? On ne comprend pas très bien. Les gens qui vous disent « je ne suis ni à droite ni à gauche » mentent. Parce que notre histoire de France est faite de ça. Mais ce changement de méthode est porté, le mouvement des citoyens est porté par des gens qui sont et de gauche, et de droite, et du centre, et de nulle part. Oui, mais vous les représentez, vous ne voulez pas dire aux gens si vous êtes à gauche ou à droite? Non, cet ancien échiquier revient
à faire confiance, au fond, aujourd'hui à gauche et à droite, vous avez des centralisateurs. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ce sont tous des centralisateurs. Et pourtant, on vous a vu avec Emmanuel Macron à un de ses meetings, vous appeliez à un rassemblement, donc c'était quelqu'un quand même qui vous plaisait ou vous êtes détaché de lui quand même? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une proposition, il n'a souscrit aucune des conditions et il s'est avéré être un pur produit du système. La campagne électorale, la campagne présidentielle, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez prévu des meetings? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les questions qu'on pose à tous les candidats, mais où vous en êtes, quoi? Je vais vous dire comment va fonctionner notre campagne. Exactement à l'inverse de ce que vous voyez aujourd'hui. Nous partons sur un budget volontairement très faible, apporté par les citoyens et non pas par des puissances d'argent. Apporté par les citoyens, c'est fondamental, autour d'1 million, volontairement. Parce que nous voulons une campagne, une démocratie modeste. Nous voulons être absolument raccord avec ce que nous disons. Mais si vous voulez être vu et entendu et être pris même aussi par les médias, comment vous allez faire si vous ne pouvez pas réunir 10 000 personnes dans un meeting? Nous ferons ça sur les places publiques, dans les cafés, par des Facebook Live. En fait, on va le faire à hauteur d'homme. Je dormirai chez les gens parce que c'est fondamental que nous ne soyons pas déconnectés. Vous allez faire du porte-à-porte? On va le faire, mais pas que moi. Aujourd'hui, ce sont les citoyens des maisons des citoyens qui vont mobiliser les maires pour les signatures. C'est très simple. La Maison des Citoyens, je rappelle, c'est l'association que vous avez lancée où tout le monde peut donner un peu ses idées pour faire évoluer certains projets, des initiatives. On a plus de 200 maisons des citoyens en France, donc les gens vont être acteurs. Pour rester un peu sur la campagne électorale, est-ce que vous pouvez me dire où vous en êtes au niveau des parrainages? Les candidats ont jusqu'au 17 mars pour rendre leurs 500 parrainages. Vous en êtes où? Alors, on a un énorme soutien des maires, puisque par définition, nos actions partent du terrain et que ça fait des années que l'on travaille avec eux. Mais, et le mais est énorme, j'attire vraiment l'attention sur le fait que, pour la première fois, on va subir une loi de contrôle de notre système démocratique qui est la loi organique du 26 avril dernier, qui crée l'obligation de publier les parrainages. C'est la première fois qu'on a une élection présidentielle où les parrains ne sont plus anonymes. Donc les moyens de rétorsion et de représailles par les vieux partis sont absolument colossaux. Et alors c'est quoi les représailles? C'est-à-dire qu'un maire qui va donner son parrainage pour vous et qui va le rendre public, il aura moins de subventions, on va moins l'écouter? C'est bien pire que ça. C'est quoi alors? À l'intérieur des communautés de communes et des agglomérations, leur autonomie financière a fondu. Ce qui veut dire que les capacités de contrôle par les vieux partis sont aujourd'hui colossales à travers. Et donc j'accuse véritablement l'essentiel de nos présidents de communautés de communes, de nos agglomérations, de détourner la démocratie. Même si vous ne nous donnez pas le nombre de parrainages, est-ce que vous avez quand même un espoir de vous dire que vous allez pouvoir y aller le 17 mars? Oui, très grand, mais avec cet énorme bémol-là. Si jamais vous ne passez pas le premier tour, est-ce que vous avez déjà pensé à dire à ceux qui auront voté pour vous, pour qui voter au deuxième? Comment vous voyez les choses? Nous allons passer le premier tour. Si jamais vous ne le passiez pas, vous voteriez pour qui? Nous allons passer le premier tour. J'ai vu que vous aviez dit que si vous ne passiez pas le premier tour, vous voteriez blanc parce que vous en avez marre de voter pour le moins pire. C'est vrai? Entendu. Nous allons passer le premier tour. Vous allez passer le premier tour. Parce que sinon, les extrêmes l'emporteront. Donc je rappelle à chacun, on va avoir un cas de conscience pour nos générations. Quand on a construit le mouvement Les Citoyens, c'est avec la certitude d'arriver au second tour et de l'emporter largement. Parce qu'il n'y a qu'une autre révolte qui peut arrêter une révolte. Mais une révolte, cette fois-ci, pragmatique, profondément altruiste, profondément républicaine. Est-ce que vous pensez une seconde que j'aurais consacré 4 ans de ma vie si je n'avais pas eu cette certitude? Nous sommes dans l'obligation morale de proposer autre chose aux gens.